débat sartois, qui finance, qui décide dans les médias locaux? À quelques semaines des élections municipales, dans un contexte local marqué par le sauvetage d'LMTV Sarthe par une chef d'entreprise, alors que les radios associatives se battent auprès du ministère de la Culture pour le maintien du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, le FSER, alors que la partie dépenses du budget de l'État 2026 prévoit une coupe de 86 millions d'euros pour l'ensemble de l'audiovisuel public, alors que les réseaux sociaux et les GAFAM ont profondément changé en quelques années notre manière de consommer l'information et incitent l'État français à légiférer pour protéger la santé mentale de nos enfants. Enfin, dans un contexte global de déficit pour plus de la moitié des médias français, qu'ils soient publics ou privés, nous avons ressenti l'urgence d'organiser une émission en public pour expliquer nos réalités et d'abord parler de qui nous finance, qui nous permet de vous proposer chaque jour une information locale, on l'espère, de qualité. Et vous êtes nombreux régulièrement à nous demander très légitimement qui décide de quoi dans nos journaux, qui valide les reportages et les articles que nous réalisons chaque jour. À quelle pression éventuelle sommes-nous soumis? Vous pourrez poser toutes ces questions dans un deuxième temps de l'émission, après un premier tour de table avec nos invités et confrères ce soir, que je vais me permettre de tutoyer puisqu'on se connaît tous. On va pas faire semblant de ne pas travailler ensemble régulièrement. Et nous avons le plaisir ce soir de retrouver du public venu en nombre, il faut le dire, pour un enregistrement en semaine et en soirée dans les locaux de Ouest France. Je remercie Nicolas Carnec, directeur départemental de Ouest France, partenaire de cette émission, de nous accueillir dans ces jolis locaux. Merci mille fois. Le débat sartois en public et en long format ce soir, c'est parti. Avec nos invités, honneur aux dames, Julie Leduf, rédactrice en chef d'Ici-Men, Wilfried Tocqueville, en bout de ligne, directeur de Sweet FM, Jean-Yves Breteau, coprésident de la CNRA, Confédération nationale des radios associatives, et évidemment responsable d'antenne de la rédaction de Radio Alpa. Ça, c'était pour le pôle radio, ce soir, on peut le dire. On vous a mis d'un côté, et puis de l'autre côté, Jean-François Baron, rédacteur en chef du Maine Libre, Julien Sénéchal, président exécutif d'LMTV Sarthe, monsieur le président, et Nicolas Carnec, avec qui j'anime très régulièrement cette émission, Le Débat Sartois, directeur départemental de Ouest France. Alors, une question très simple, on va faire un premier tour de table, puisque le thème de ce soir, c'est qui finance les médias locaux? Comment sont financés nos médias locaux? Si vous voulez bien, on va commencer par toi, Wilfried Tocqueville. Qui finance, comment est financée Sweet FM, la radio? Alors Sweet FM, comme toutes les radios qu'on appelle indépendantes, ne sont pas dépendantes de fonds publics, par exemple, c'est-à-dire qu'on ne vit que de la publicité. Alors quand on pense publicité, c'est pas forcément de la publicité locale, c'est aussi de la publicité nationale. Les radios comme les nôtres vivent à peu près à la 50% d'argent qui vient d'annonceurs nationaux qui veulent communiquer localement et évidemment du petit commerce du coin qui veut aussi communiquer. Donc nous, c'est ça notre source de financement. Et puis, d'autres activités, mais qui restent un peu secondaires pour l'instant, mais qui prennent de la place. C'est la production audio, c'est les podcasts, par exemple, podcasts de marque, saga familiale, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place, justement. Et puis des grands événements, éventuellement, que vous organisez également? Alors, les grands événements qu'on organise nous coûtent plus d'argent qu'ils ne on en reparlera sûrement. Mais on en parlera, oui. Julie Leduf, à vos côtés, rédactrice en chef d'Ici-Men, le service public, comme son nom l'indique, qui est financé qui est financé quasiment exclusivement par des fonds publics. C'est très différent, évidemment, comme mode de financement. Avant, c'était ce qu'on appelait la redevance, la contribution à l'audiovisuel public, ce qui n'existe plus depuis 2022. Et désormais, c'est une part fixe de la TVA qui nous est allouée en échange de gros efforts que l'on doit fournir par ailleurs. Et puis, on a aussi une partie de nos ressources qui viennent de la publicité et puis qui viennent aussi de ce qu'on appelle la diversification, de ce qu'on est capable par ailleurs de pouvoir vendre, nous aussi, à Radio France pour avoir quelques financements. Mais c'est vrai que c'est un média financé par le public. Et qui appartient donc au public. Mais nous appartenons tous au public. Je pense que ce sera la conclusion quand même. C'est vrai. Jean-Yves Breteau, Radio Alpa, radio associative, je disais également coprésident du CNRA.
Voilà, comme pour beaucoup de radios associatives, on dépend de financements publics qu'on appelle les subventions, essentiellement celles qui sont celles du Fonds de soutien à l'expression radiophonique, celles de l'État qui représentent en gros entre 45% pour les radios, ce qui est notre cas, sur un budget à peu près de 165 000 euros. Donc voilà, ça relativise aussi la part de financement. Et puis les collectivités territoriales, villes, départements, région, est-ce qu'on peut encore parler de la région? Non, je pense pas. Elle a supprimé ses aides en 2025. Ça représente quand même une perte de 11 700 euros pour Radio Alpa, autant dire la moitié d'un poste de travail au SMIC. Et que voilà, cet argent public, il est aussi dans le cadre de nos missions qui sont fixées par l'État, celle de la communication sociale de proximité. Les budgets des radios associatives sont très variables en fonction des projets éditoriaux des radios, en fonction aussi de là où elles se situent. Mais il n'y a pas que des financements publics dans les radios associatives, puisqu'il y a aussi des fonds propres qui sont les prestations qu'on peut vendre, alors qu'ils deviennent de plus en plus difficiles, mais qui sont des prestations avec des partenaires pour des productions d'émissions, des campagnes de spot qui deviennent de plus en plus rares, puisque il y a de moins en moins de pubs. Voilà, au même titre que les radios associatives, l'ensemble du tissu associatif régional et que ce soit la culture ou les actions sociales ont vu leur suppression de subventions par la région. Donc évidemment, ça donne moins de possibilités de travailler ensemble. On y reviendra. Nicolas Carnec pour Ouest France. On passe au pôle, si j'ose dire, presse écrite. PQR, presse quotidienne régionale. Presse quotidienne régionale, effectivement. Alors nous, on tient un groupe, c'est le groupe SIPA, avec cette particularité, c'est une entreprise privée, avec cette particularité d'être quand même dirigée par une association de loi 1901, qui s'appelle, ça va nous fixer aussi le cap éditorial, l'association pour le principe et le soutien à la démocratie humaniste. Donc ça dit bien les choses. Donc on est géré, c'est comme si notre holding était une association de loi 1901. Et en fait, en dessous, on a tout le groupe avec évidemment Ouest France, on a le Maine Libre, Jean-François en parlera tout à l'heure, plein de titres, plein de supports, plein de plateformes, et désormais la télévision avec Novo 19. Le principe, il est simple. Nous, on est une entreprise privée. On est sur des fonds propres, on est sur de la publicité qui a connu une très 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 forte baisse au cours des derniers trimestres. On a plus entre 20 et 25% de publicité en moins dans la presse quotidienne régionale. On développe évidemment tous nos supports web, mais c'est pareil, c'est compliqué. Donc voilà, le principe est très très simple. On a des aides de l'État. Les aides de la presse à la presse quotidienne, qui datent de 1944, qu'il a fallu relancer, et qui ont été maintenues au cours des dernières années pour des raisons de révolution technique. On a perdu les metteurs, un certain nombre de métiers, les typographes par exemple. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, il y a eu des accompagnements, comme dans d'autres secteurs, comme dans l'industrie, dans les mines. Il y a eu des accompagnements de l'État, mais c'est pareil, ces aides-là, elles commencent à diminuer. Normal, quelque part, c'est assez logique, mais on est toujours accompagné. Donc, il y a une toute petite part infime d'aide de l'État. Voilà. Sinon, c'est votre manne principale, c'est les gens qui achètent leur journal. L'abonnement au journal, que ce soit du print, du papier. Ou les éditions numériques, ou via le web. Et il reste qu'aujourd'hui, l'entreprise Ouest France, nos revenus sont liés à 80% sur le print. Et 20% le journal papier qu'on achète encore en kiosque ou en abonnement. Et 20% sur nos supports numériques payants. Donc vous voyez, on est avec une érosion de notre diffusion qui est complexe, qui aujourd'hui ce sera très très compliqué de faire machine arrière. Donc il faut limiter cette érosion, conserver nos abonnés print et développer notre marché entre guillemets numérique. Voilà. Jean-François Baron pour le Maine Libre, c'est un petit peu une maison sœur, on va dire, de Ouest France. Depuis 2006, oui. C'est assez semblable, en fait, c'est très semblable. En effet, il y a cette association au sommet de notre groupe. On n'est pas il n'y a pas derrière un milliardaire, il n'y a pas des actionnaires à qui on reverse des dividendes, etc. Donc nous, le financement, c'est vraiment les revenus liés aux abonnements, à l'achat unique en kiosque. Et surtout sur le papier, toujours, encore oui, aujourd'hui. Toujours le papier. Oui, le papier, ça représente 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les 15 millions de notre entreprise. Donc c'est considérable. Pour vous donner l'ordre d'idée, c'est la publicité, c'est 3 millions. Et les aides de l'État, ça représente un tout petit peu plus de 2% de tout ça, c'est 350 000 euros.
Et ce sont des aides uniquement pour la distribution en fait du journal, pour aider nos porteurs qui chaque matin vont livrer le journal, et pour les envois postés également. Donc c'est ça, la publicité, les revenus numériques qui progressent, mais la réalité, c'est encore en effet essentiellement le papier qui nous fait Un vivre. abonnement numérique, ça vous fait gagner autant, et aussi au niveau des annonceurs publicitaires, qu'un abonnement papier, ou pas? Vas-y. Chez nous, c'est assez clair. Il nous faut 3 abonnements numériques pour compenser un abonnement print. Et pourtant, quand on prend un abonnement numérique chez vous, on a plein de titres différents. Oui, parce que j'ai oublié de dire aussi, le groupe compte 79 titres de presse hebdomadaire que vous retrouvez sous aujourd'hui l'entité actu.fr sur le web. Voilà, on est très diversifié, mais voilà ce que représente aujourd'hui, c'est 3 abonnements numériques pour un abonnement print. Julien Sénéchal, comment est financé LMTV? Eh bien, nous, c'est encore un modèle différent, puisque on est sur un modèle hybride, c'est-à-dire que la télé locale est une entreprise privée, détenue par des actionnaires. Je précise d'ailleurs que la télé locale au Mans a plus de 35 ans d'existence et que nous sommes encore fiers d'avoir un actionnariat à 100% sartois, puisque avec Sylvie Cazenave-Perret qui vient de rentrer comme actionnaire majoritaire, elle est dirigeante d'une société sartoise. Alors elle n'est pas venue avec son entreprise, elle est venue personnellement, mais en tout cas elle est sartoise, et c'est important de le signaler, puisque certaines télés locales sont soit des SEM, donc des services publics, entre guillemets, sociétés d'économie mixte, donc où il y a départements, métropoles, régions qui peuvent être dans l'actionnariat, ou alors elles sont parfois adossées à de grands titres de presse. Tours avec la Nouvelle République, Télé Nantes avec Ouest France, et puis on a les télés bretonnes par exemple avec le Télégramme. Nous c'est pas le cas, on a on a des actionnaires privés ici, donc le financement. Nous, on est conventionné avec l'ARCOM, au même titre que Jean-Yves peut l'avoir aussi. Alors, c'est pas l'ARCOM, mais nous, l'ARCOM, donc, est l'autorité de régulation, nous permet de signer des conventions d'objectifs et de moyens avec nos collectivités de tutelle, à savoir ici en Sarthe, Le Mans Métropole et le conseil départemental. Pour aller dans le sens de Jean-Yves, la région faisait également partie des contrats d'objectifs et de moyens, mais n'en fait plus partie depuis 2 ans maintenant. C'était 40 000 € pour l'ensemble des télés ligériennes, en ce qui concerne la région du Pays de la Loire. Donc, ça, c'est les contrats d'objectifs et de moyens. Ça représente environ 50 à 55% de notre, presque 60% maintenant d'ailleurs sur le budget d'LMTV. Et puis à côté de ça, au même titre que d'autres radios, ce sont la publicité, les prestations de services qui nous permettent d'atteindre un chiffre d'affaires et de compléter, on va dire, nos revenus. Et on entendait tout à l'heure Nicolas dire que la publicité dégringolait, les ventes de pub dégringolent. C'est pas parce qu'on a moins de commerciaux dans les entreprises, c'est parce que en local c'est très compliqué de trouver des actionnaires, de trouver des annonceurs, qui veulent bien faire de la pub sur les médias locaux. C'est ça l'enjeu. Oui, alors nous on n'a pas de commercial en plus à LMTV, donc c'est parfois un peu plus compliqué, mais effectivement, tu disais tout à l'heure que les réseaux sociaux ont bouleversé et il y a eu une mutation des usages. Les GAFAM ont pris entre 60 et 70% de la publicité. Donc aujourd'hui, les télés locales, comme d'autres médias, sont obligés de s'adapter. Nous, on a une forte stratégie aujourd'hui sur le digital et les réseaux sociaux pour montrer qu'on n'est pas passéiste, que nous aussi, on peut proposer de nouvelles formes de communication, de nouveaux produits pour les annonceurs. Il faut savoir que, comme pour la radio, mais c'est encore plus prégnant dans la télé, c'est que si on prend le commerce local, je vais prendre le cordonnier, c'est souvent l'activité que je prends comme exemple, c'est que le cordonnier, s'il veut communiquer sur LMTV, il faut qu'il paye la diffusion, c'est-à-dire que l'audience, on a une audience et on le dit, notre audience, elle vaut tant. Qui paye simplement le fait de pouvoir passer sur l'antenne. Mais bien souvent, ils n'ont pas forcément spot de publicité. Donc en plus de la diffusion, il va falloir qu'ils produisent le film. Et parfois pour un commerce local, c'est difficile. Donc évidemment, on est là nous aussi pour essayer de s'adapter et de proposer maintenant des produits un peu différents. D'après une étude de l'ARCOM, justement, vous en avez parlé, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, une étude qui est parue en janvier, elle paraît chaque année, sur le modèle économique de l'information en France. 80% des investissements des publicitaires vont vers les GAFAM en 2024. Donc c'est dire la marge énorme et la chute vertigineuse pour les médias traditionnels et qui plus est pour les médias locaux. Même étude, 80% des Français ne sont pas prêts à payer l'information.
Est-ce que c'est pas ça aussi le sujet finalement aujourd'hui? Pour les journaux par exemple, et puis après on va parler de la radio. Oui, évidemment, puisque ces dernières années, on a vu que l'information gratuite était devenue un principe. Alors qu'avant, Est-ce on que va l'info remonter à gratuite 15-20 peut ans, être une bonne info? elle peut, mais elle ne l'est pas toujours. Et c'est là que nous avons tout notre rôle à jouer. Alors si on revient un peu plus sur les parties éditoriales, c'est d'être des médias locaux de confiance, où l'information est traitée, vérifiée et juste. Voilà. Et donc c'est ça, c'est toute la complexité de l'exercice aujourd'hui. Et si je peux me permettre un petit commentaire, quand on voit aussi le contexte, alors à la fois le contexte international, mais aussi notre contexte national politique, qui n'arrange rien et qui de fait, pour les chefs d'entreprise, gèle un certain nombre d'actions ou d'investissements. Et le premier budget qui est visé dans ces cas-là, c'est souvent la communication. Donc voilà. Le recrutement, on le voit dans les statistiques d'INSEE encore sur le développement économique dans le département. Donc tout ça, c'est un ensemble qui est très complexe. On a vécu des révolutions techniques depuis quelques années dans le monde de la presse écrite. Ailleurs aussi, tout le monde, la radio, avant, il n'y avait pas de site web. Donc aujourd'hui, tout le monde fait de l'écrit, tout le monde fait du web, tout le monde fait de la vidéo. On est multimédia. Ouais, c'est ça, on est multimédia. Aujourd'hui, un journaliste qui est embauché à Ouest France, il est embauché sous le titre d'un journaliste multimédia. Moi, j'ai été embauché il y a quelques années, je dirais pas combien, mais un journaliste de presse écrite. On faisait que de l'écrit. Voilà, mais c'est vieux. Nos médias sont en mouvement de toute façon. Le monde des médias est en mouvement perpétuel et il faut effectivement s'adapter, mais ça va très très vite pour les radios également. Radio associative, on imagine que la cadence est infernale et vous n'êtes pas nombreux dans vos rédactions et dans vos studios. Non, parce que l'essentiel des budgets des radios associatives, ce sont les emplois. C'est pratiquement 80-90% des budgets. Je vous ai donné l'indication tout à l'heure du budget de Radio Elpas. Ça vous permet de relativiser les moyens dont on dispose. Et que, en règle générale, dans une radio, il y a au moins un journaliste. Quelquefois, il y en a deux, mais c'est plutôt très très rare. Donc, ça veut dire que notre présence segmente les choix d'informations que nous voulons traiter, et que bien évidemment, même si quelquefois on entend mais on vous a pas vu, etc., etc. Il faut savoir que quand il y a un seul journaliste dans une rédaction, il faut à la fois qu'il s'organise pour savoir qu'est-ce qu'il va couvrir comme information sur le terrain, ce qui prend un certain temps. Et on le sait, les radios passent comme les télévisions toujours après les journalistes de la presse écrite, ce qui est normal. Ça c'est vrai. Mais ils sont plus nombreux sur le terrain, c'est pour ça. Voilà, ils ont des correspondants. Donc finalement, comme on peut pas être partout, sauf sur des conférences de presse qui nous semblent importantes pour aller chercher l'information, on la traite finalement dans le studio, cette information. Et ça prend déjà beaucoup de temps. Ça dit quelque chose, et ce qui ressort de cette étude de l'Arcom qui vient d'être publiée, c'est ça aussi, c'est que 70% des coûts de production dans nos rédactions, qu'elles soient publiques ou privées, de l'information, les coûts de production de l'information sont liés à la masse salariale. 70%, en fait, c'est les salaires des journalistes, quoi. C'est tout simplement. Pour tout le monde. Donc c'est aussi les premiers postes qu'on peut couper dans les grosses boutiques, éventuellement, comme le service public. Enfin, c'est une vraie interrogation, évidemment. Mais pas que, dans les grands groupes de presse aussi. Dans tous les groupes, Radio France, la masse salariale, c'est 55% du budget. Et effectivement, l'objectif est de pas licencier. Chez nous, il n'y a pas de plan de licenciement, en tout cas pour l'instant. Par contre, il y a effectivement, à chaque fois qu'un poste, en fait, qu'une personne part à la retraite, quel que soit son métier, la question est posée, en fait, remonte jusqu'à la présidence de Radio France, de savoir si en fait ce poste va être renouvelé, et est-ce qu'il va être renouvelé dans sa corporation d'origine, ou est-ce qu'il va être transféré sur une autre activité. Est-ce que par exemple on va garder autant de postes de documentalistes à la maison de la radio, est-ce qu'à la place on va peut-être recruter un journaliste dans une radio locale du réseau ici. C'est que la question se pose sur chaque poste réellement, et ça c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience à chaque fois. Alors nous à ICIMEN, on a comparativement à Radio Alpa, de gros moyens, puisque c'est une équipe de 7 journalistes. Comparativement au Maine Libre, ou à Ouest France, c'est encore très différent. Mais effectivement, au bout du compte, ce qui aura coûté, c'est le temps de travail des gens qui auront de toute façon produit cette information. Donc, il faudra de toute façon à un moment que ce travail-là mérite son salaire, obtienne son salaire. C'est
illusoire de penser qu'on peut obtenir une information de qualité de manière gratuite. Rien n'est jamais gratuit. Et Wilfried Tocqueville, pour avoir une information de qualité, il faut un petit peu de temps aux journalistes, même si on est tous très speed dans nos rédactions les uns les autres, on le sait à la radio qui plus est quand il y a des matinales, etc. Néanmoins, il faut un peu de temps pour traiter l'information. Il faut du temps et il faut beaucoup de monde en fait. Après, tout dépend comment on fait. Vous êtes combien d'ailleurs de journalistes? On est une quinzaine de journalistes sur Suite, mais parce qu'on a un périmètre qui le nécessite. Combien de départements vous couvrez là actuellement? On couvre alors le nombre de départements exactement, je sais pas, mais en gros, on va du Havre jusqu'à Poitiers et de Château-Gontier jusqu'à Bourges. Le Grand Ouest. le Grand Ouest, voilà. Mais alors, effectivement, c'est ce qu'on appelle nous les coups de grille, c'est-à-dire que effectivement la masse salariale coûte beaucoup, c'est vraiment effectivement le premier poste, mais c'est aussi une sécurité en fait, parce que nous on se rend compte, en tout cas sur la radio et sur les radios dites musicales, même si on ne fait pas que de la musique, mais dites musicales, où on est vraiment en concurrence avec des nouveaux médias, et notamment les Deezer, Spotify, etc. Les radios qui n'investissent pas dans le programme, et notamment dans l'information, voient souvent leurs audiences chuter drastiquement parce que c'est cette concurrence qui existe. Nous, effectivement, on a ce qu'on appelle des coûts de grille beaucoup plus élevés, mais nos audiences qui fluctuent beaucoup moins, qui se maintiennent, voire même qui progressent. Alors effectivement, ça coûte plus cher à faire, mais ça rapporte plus aussi, et ça permet de se maintenir et de pouvoir parier un petit peu plus sur l'avenir. C'est une valeur aussi. Et c'est une valeur, voilà, absolument. Ce que je voulais dire, c'est un coût, mais c'est une valeur, notamment aujourd'hui face à des médias purement faits avec de l'IA. On voit ça de plus en plus, qui nous pillent d'ailleurs, qui nous prennent des informations, qui nous prennent nos photos. Il faut faire très attention à ça parce que l'IA vous ment. Je le dis aux téléspectateurs, l'IA et aux auditeurs, l'IA vous ment. Pour l'instant, elle n'est pas fiable. Non, mais vraiment. Sont claires. Mais en tout cas, voilà. S'abonner à un média quel qu'il soit, tel qu'on les connaît, les nôtres, c'est quand même payer un travail fait par des humains en proximité qui se rendent sur le terrain. Nous, au Maine Libre, c'est 40 journalistes, entre 80 et 100 correspondants. Donc c'est quelque chose de concret, quoi. Et c'est la vie démocratique locale, parce que là, on va être en période électorale bientôt, les municipales, on pense aux présidentielles l'année d'après. La présence des médias locaux, alors là, on prêche tous notre paroisse en disant ça, mais c'est ce qu'on fait. Oui, c'est ce que tu allais dire. C'est devant des candidats, de tous les candidats dans toutes les communes. Tous les candidats dans toutes les petites communes. On remplit quelque part aussi un rôle de service public actuellement parce que on va présenter chaque candidat et nous, je sais qu'on a choisi de mettre en accès gratuit sur notre site internet toutes les présentations de candidatures, toutes les présentations de listes par exemple. Donc on cherche pas à faire de l'argent du tout dessus. Non, on cherche pas à faire de l'audience là-dessus. Voilà. Vous avez perdu des journalistes les dernières années, vous. Alors on pense à d'autres groupes qui n'ont rien à voir avec vous, comme le groupe Prisma, qui est leader de la presse magazine aujourd'hui, qui appartient au groupe Bolloré, je le dis, qui connaît un plan de départ d'un tiers de ses effectifs, c'est 230 personnes. C'est la 3e vague de départ en 2 ans. Je vais rebondir sur le propos de Julie. Pour l'instant, non. Ouais, et tant mieux. Mais oui, mais c'est une vraie question. Parce que après ces vagues, toutes ces évolutions, on a aussi des confrères qui parfois... c'est un peu compliqué de s'adapter quand vous avez été recruté pour de la presse écrite et de la mise en page, par exemple, et que vous vous retrouvez face à des écrans d'ordinateur pour faire du web toute la journée. C'est pas forcément évident. Donc là, il y a un vrai sujet là-dessus en ce moment. C'est pour ça que je dis que pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on est dans une entreprise qui prend en compte l'humain, donc qui va essayer de travailler dans les mois qui viennent pour améliorer ça. Mais on va voir. Non, je voulais rebondir sur les propos de Wilfried. C'est beaucoup d'informations locales. C'est ça. Et notre cœur de métier, comme vous tous ici, c'est l'information locale, d'être au plus près des gens et au plus près de la vie des gens. Et ce qui nous rassure, c'est que ça fonctionne toujours, contrairement à un certain nombre de députés à l'Assemblée qui semblent avoir un peu perdu le fil du terrain. Voilà. Nous, on est encore là. Je pense que c'est une richesse majeure. Je vais employer des grands mots, mais c'est une richesse majeure pour la démocratie. Voilà, la démocratie tout court. La démocratie nationale, la démocratie locale. C'est plébiscité par le public. 59% de l'information produite en télévision en 2024 l'est sur les télés régionales et locales.
Je le dis parce que mon président-directeur pour m'envoie une télé des locale. mails régulièrement pour dire regarde, c'est ce qu'on fait a du sens, les gens nous plébiscitent malgré tout, Julien. Oui, c'est ça. Je pense que c'est important qu'on soit présent. Tout à l'heure, on discutait avec les premières personnes du public qui venaient assister à ce débat, et je disais c'est quand même chouette d'avoir ici 6 médias locaux qui sont ensemble. Il n'y a pas spécialement de concurrence. On fait tous le métier dans les médias, le métier de l'information, et on travaille tous ensemble. On va le faire notamment, on va collaborer ensemble pour les élections qui arrivent, et on participe à la vitalité démocratique du département de Novay, qui a 13 habitants, dont 7 conseillers municipaux, et que va traiter le Ouest France et l'MTV, certainement aussi le Maine Libre et les radios locales. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que depuis les éléments de langage qui arrivent comme ça, qui est de dire le coût des salariés. En fait, il y a aussi, on en parle souvent, c'est un coût, mais c'est surtout une ressource. Et quand on le voit sur notre territoire, avoir tous ces médias locaux qui travaillent, c'est une ressource aussi pour le département, parce que encore une fois, c'est pas, je vais pas dire que ou l'UMA ou d'autres médias nationaux alors Radio France avec les locales, mais ou la télévision avec France 3, mais qui va aller dans les petits villages rendre compte des élections, mais pas que. Chaque semaine, chaque jour dans l'Ouest, dans le Maine et dans les radios, c'est la fête du village, c'est le commerce qui ouvre, et ça sans nous. Et c'est pour ça que c'est important, et on revient sur la gratuité, tout ça. Mais sans nous, il n'y a pas tout ça. Et ces gens, ils ont, enfin, toutes ces initiatives, tous ces talents qui existent dans le département, bah, c'est aussi grâce à nous qu'on peut les découvrir et les valoriser. Et le tout dans une forme de concurrence, tu le disais, mais une concurrence saine en fait. Parce que je pense que tous autour de la table, on essaye d'être les meilleurs tous les jours. On ne l'est pas tous les jours. D'être le premier à donner la bonne information, c'est un peu notre leitmotiv dans toutes les rédactions. Mais je pense qu'à l'arrivée, les gagnants, ce sont les lecteurs du Maine Libre, ce sont les auditeurs d'Ici Maine ou de Radio Alpa ou de Sweet FM ou chez vous. Et voilà, il y a cette émulation. C'est une émulation qui est très très saine, et je voudrais faire une petite remarque parce que j'ai bossé dans quelques départements bretons avant d'arriver en Sarthe. J'ai rarement vu un département, il n'y a pas de département breton où il y a autant de médias. On a eu ces discussions avec le président du conseil départemental récemment. J'ai rarement vu ça en termes de radio, de télé, de Radio associative, beaucoup. D'hebdomadaires, de radio associative, de sites web purs qui fonctionnent bien. Je pense que la Sarthe est un exemple vraiment très très intéressant de ce point de vue-là en tous les cas. Il y a une vitalité démocratique, il y a une vitalité de nos médias. Non, puis, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que on est très complémentaires les uns des autres. Bon, voilà, par exemple, par Radio Alpa, mais comme dans beaucoup de radios associatives, on aime le format long, qui est le format voilà, où on a un invité, où on va pouvoir développer une action de solidarité, le sens que ça a, etc. Voilà, je pense que Sweet est plus sur un format court, mais avec une multitude de flashs qui régulièrement informent sur ce qui se passe dans la ville. C'est vrai aussi pour Ici Maine. Donc, dans nos radios associatives, en tout cas, on a cet espace-là parce que c'est notre format globalement travaillé pour approfondir aussi l'information, et une information sur laquelle on s'appuie aussi sur nos autres collègues de la presse écrite, par exemple, sur certains sujets. Mais c'est vrai qui que c'est viennent enrichir le complémentaire sujet. parce que les radios, notamment qui ont des matinales, quand on est dans sa voiture, on a besoin d'avoir de l'infoservice, on a besoin de savoir où ça bouchonne, etc., etc. Non, mais On fait la route ensemble. on fait la route ensemble. Il l'a fait un petit peu, Julien Sénéchal. C'est vrai qu'on est hyper complémentaires les uns les autres en fait dans notre manière de traiter l'info. Oui, parfaitement. Et les gens vont plus dans une journée butiner un peu d'infos par-ci, un peu d'infos par-là, du divertissement, donc effectivement, on a une totale complémentarité. On peut avoir les lecteurs de l'un peuvent très bien être les auditeurs ou les téléspectateurs de l'autre. Là, c'est vraiment un partage Mais alors moi, total. je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on n'est pas trop nombreux? Non, jamais. Il y a un peu trop de Mais non, radios mais associatives. parce qu'à un moment, il y a 24 heures dans une journée, on peut pas suivre tous les médias. On est noyé d'informations, notamment via les GAFAM, etc. Il y a de plus en plus de propositions. Je me fais l'avocat du diable, mais pardon, est-ce qu'on n'est pas trop nombreux? Non, parce que, alors, concernant les radios associatives, je pense que non, pour une raison simple, c'est que d'abord notre J'en suis le périmètre, coprésident. notre périmètre de diffusion est très limité. Voilà, certains diffusent sur un territoire très particulier, viennent pas diffuser au Mans, etc. Donc, je pense que le rôle des radios associatives, qui sont celles de la communication sociale de proximité, je l'ai placé, c'est voilà des radios qui s'intéressent
vraiment à la proximité de leur territoire. Voilà, je pense à Fréquencier, voilà, en milieu scolaire, qui fait un formidable travail d'ailleurs avec les scolaires pour les éduquer justement à nos métiers. Voilà, je pense que les gens qui habitent Sillé-le-Guillaume écoutent peut-être d'abord Fréquencier pour savoir qu'est-ce qui se passe au plus près de chez eux, quoi. Mais ça, c'est les lois de proximité qu'on apprend à l'école du journalisme. On ne doit pas être trop, puisqu'on a tous, je pense, des audiences qui augmentent quand même, un lectorat qui augmente, alors certes numérique, mais on n'a jamais eu autant de lecteurs. Moi, quand j'ai commencé au Manib, on devait être à 45 et quelques mille exemplaires jour. On estimait à 180 000 lecteurs, grosso modo, ce qu'on multiplie par 3,5. Enfin voilà. Aujourd'hui, on est à 28 000 journaux au jour. Mais on a des millions de connexions Internet, on bat record sur record mois après mois. Donc il y a l'envie d'information, elle est toujours là, et l'envie du journalisme est toujours là, quoi. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, c'est nos réalités économiques voilà, qui Et puis je pense qu'on n'est pas les seuls à le dire. Je pense que nos élus locaux sont très attachés à leurs médias locaux, que ce soit ceux du département, ceux de la ville, ceux de la région, je ne sais plus. Mais voilà, je pense qu'ils sont très attachés à nos médias parce que c'est nous finalement qui leur donnons la parole. Et si un jour nous disparaissons, ils s'exprimeront où pour pouvoir parler de leurs actions envers les habitants. Sur Internet en direct, j'ai envie de vous dire. Sur YouTube, sur malgré Instagram, le fait qu'ils aient TikTok. multiplié eux aussi les canaux de communication. Parce que vous avez tous connu, on est autour de la table, des mairies qui avaient zéro communication, qui passaient que par nous. Exactement. Voilà. Et ils ont aujourd'hui des supports qui leur permettent de communiquer. Et qui sont gratuits. Gratuits pour tout le monde, pour eux et pour leurs administrés. Mais c'est une communication et pas une information. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Merci. Donc, c'est important aussi, bien. Mais c'est pas la même chose, ça dépend ce qu'on cherche. Voilà. Et simplement pour conclure sur comment les élus sont attachés à leurs médias de proximité, c'est que voilà, on vient de se battre pour la deuxième année consécutive du souhait du ministère de la Culture de baisser ses soutiens aux radios associatives. C'était moins de 33% en 2025. Ils envisageaient moins 45% pour 2026. Et là, de manière unanime, avec la mobilisation de toutes les radios, tous nos parlementaires, qu'ils aient été sénateurs ou députés, sont intervenus pour défendre les radios associatives. C'est dire, au regard de ce budget dont on parle beaucoup en ce moment avec ses difficultés, combien ils reconnaissent le rôle que jouent les radios associatives sur leur territoire. Parce que si demain nos médias de proximité disparaissent, ils iront s'exprimer où, ces élus-là? Merci pour ce premier tour de table. On a du public, je le disais, et on est ravis de vous avoir ce soir avec nous. On va vous tendre nos micros si vous avez des questions sur nos financements, sur peut-être qui prend les décisions dans nos rédactions aussi. Est-ce qu'on est soumis à des pressions éventuelles? Enfin voilà, je ne veux pas influencer le public, hein, c'est vous qui... Mais je le fais quand même. Des formations professionnelles. Madame là-bas, à droite. Je voulais vous dire aussi que le papier, on en a toujours besoin. Moi, je fais partie d'une génération, je me considère pas vieille encore, mais j'aime lire en papier parce que pour moi, c'est comme ça, mais je vais aussi sur les réseaux. Et j'aimerais savoir la liberté que vous avez, vous journalistes, quand vous écrivez vos articles. Si ce sont vos articles qui paraissent tels que vous concevez l'actualité, et c'est une question qui me taraude depuis longtemps. Presse écrite, parce que cette dame nous dit qu'elle lit beaucoup la presse. Allez-y tous les deux. Merci pour votre confiance déjà. Ça, c'est un vrai plaisir, quels que soient les titres. Non, la liberté, on l'a, clairement, et on la défend vis-à-vis de nos directions, vis-à-vis de tout le monde. On est en proximité, donc on doit avoir l'information juste. Parfois, on ne peut pas sortir la bonne info au bon moment parce qu'on n'a pas les vérifications nécessaires. Voilà, donc ça demande du temps, ça demande tout ce qu'on vient de vous dire. Mais le choix, c'est nous qui le portons. Et si on estime que l'information doit être donnée à tel moment, on y va. Effectivement, après, moi, ça peut m'arriver de dire à un collègue, à la relecture d'un papier, waouh, là, ton expression ou ta tournure de phrase, elle va trop loin. Elle peut être même... à la limite du diffamatoire. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler et on va dire, on peut dire la même chose, c'est là que la langue française est merveilleuse, c'est qu'on peut dire la même chose sans être dans l'attaque ou dans la provocation. Voilà notre rôle à nous, c'est ça.
Être sur le fond. Alors, Mais être de sur le le dire fond de d'une l'info, manière voilà. Et, sans pouvoir être attaqué après. et de l'information factuelle, juste. Et derrière, argumentée. Alors après, si on passe dans du commentaire, on est sur un autre sujet. Là, on peut être aussi parfois un brin provocateur lorsqu'il y a des débats dans telle ou telle municipalité ou voilà, ou le régulateur. Parce que parfois, je peux vous dire que pour écouter un certain nombre de personnes, en particulier là pendant la campagne municipale, si on les laisse dire et si on écrit ce qu'ils peuvent nous dire, ah ben là, on va au tribunal tout de suite, hein, on va en diffamation directe. Et eux, voilà, et mon directeur de publication aussi, il va pas aimer. Donc voilà, on est aussi là pour veiller au bon ton et au maintien de ces règles démocratiques. Le débat, il peut avoir lieu, on peut ne pas être d'accord, mais on s'invective pas, on balance pas n'importe quoi. Avant de donner la parole à Jean-François sur la presse écrite, Julie Leduf, dans le groupe Radio France, il y a vraiment une charte qui a été signée depuis longtemps sur la vérification de l'information, sur les règles déontologiques. Ça, c'est quelque chose en fait qui infuse et qui traverse tout Radio France. Moi, je pense que c'est commun à tous nos Mais médias. vous en avez fait effectivement, vraiment une charte. on a vraiment une charte qui nous engage, qui en fait est parfois même un peu difficile à porter, même au sein des équipes, parce que quand on a eu d'autres pratiques par le passé, où moi aussi, quand j'ai commencé peut-être un peu plus tard que toi, Nicolas, mais quand même, on était sans doute moins regardant sur les sources, sur le fait de recouper, sur le fait de citer les confrères. On l'est beaucoup plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit tous une information de nos confrères voilà, quand c'est pas nous qui avons trouvé l'info. Et malgré tout, nous l'avons quand même vérifié, mais nous rendons quand même à César l'origine de cette information, et c'est très important. C'est pas juste un gimmick. Vous avez confirmé. Mais nous l'avons quand même confirmé, et nous la donnons parce que nous en sommes sûrs, même si nous sommes persuadés que c'est une information qui a été chez les confrères, mais peu importe. Et effectivement, c'est très important pour nous d'avoir cette charte qui, même si parfois elle nous conduit à pouvoir donner une information avec retard, on l'assume, puisque en fait, il faut qu'on en passe par ces différentes étapes. Plutôt que de faire un démenti. Plutôt que de devoir faire un démenti. Oui. Je ne crois pas me tromper, mais je pense que Ouest France a été à l'initiative des premières chartes faits divers. Ok, faits divers, sur la façon de traiter les faits divers et la justice, pour respecter à la fois les auteurs, mais aussi les victimes. Donc on a un certain nombre de freins qui parfois, je vous cache pas que certains soirs, il y a des débats et il faut trancher, il faut trouver la bonne solution. Voilà, donc c'est très compliqué, on a des chartes pour tout maintenant. Voilà. Et Jean-François Baron, moi j'ai l'habitude de dire qu'une bonne rédaction de journaliste, c'est une rédaction où on s'engueule un peu. En conférence de rédaction le matin, quand on fait la réunion, etc. Où on n'est pas d'accord. Pourquoi cette question, Jean-François ? C'est plus apprisé chez nous. Pas du tout. Mais vous êtes nombreux, c'est pour ça. C'est une rédaction où ça vit, où on échange les idées, où on n'est pas forcément d'accord, mais on va travailler ensemble, quoi. Voilà, je voulais dire ça justement, c'est que il y a pas forcément, on se fait une image en fait du journalisme où il y a un patron qui arrive et qui dit ça va être comme ça l'info, etc. Mais c'est quelque chose qui se débat. Chacun amène ses idées, on en débat, on apporte. Tiens, mais moi je connais un tel qui pourrait te parler de ce sujet-là. Enfin, c'est vraiment une cuisine collective. Puis après, on a une ligne éditoriale aussi. Chaque titre a sa ligne éditoriale. On fait partie du même groupe. On a une ligne éditoriale qui est pas tout à fait équivalente, mais qui n'est pas éloignée. Voilà. Déjà, donc, ici, on n'a pas vraiment de médias d'opinion. Hein, on s'attache avant tout aux faits plutôt qu'aux commentaires. Donc la neutralité, elle est là. Alors même si la neutralité existe-t-elle, ça c'est un débat philosophique. Là c'est philosophique, hein, c'est pas journalistique ça comme débat. Quand est-ce qu'il y a un grand rassemblement de philosophie, c'est ce week-end? On refait un débat sur ce sujet-là si vous voulez. J'espère qu'on a répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Jeune homme, parfait. Alors, moi, pour préparer mon grand oral, j'ai regardé un peu les médias. Alors, le grand oral de quoi? Du bac. Très bien. J'ai vu que les jeunes avaient de moins en moins confiance en les médias en général, lisaient de moins en moins les journaux papier, mais mes questions s'adressent un peu à vous tous. Comment vous faites justement pour regagner ou gagner tout simplement la confiance des jeunes? La confiance et l'intérêt, peut-être. Julien Sénéchal, tiens, sur cette question. Comment on fait à LMTV pour parler plus aux jeunes?
On avait déjà une belle communauté sur ce que je peux considérer comme notre plateforme de replay qui est YouTube, plus de 30 000 abonnés, mais qui continue de grimper. Facebook, alors maintenant, c'est évidemment plus pour les plus jeunes. Mais Là, on parle à quelqu'un qui est au lycée. Non, on a une Facebook, c'est un bonne, truc de mais boomer, je suis là, désolée. voilà, de plus en plus sur Instagram où depuis quelques mois, on a en gros entre 180 et 190% d'augmentation de nos abonnés. C'est pas très compliqué ce qu'on a fait. Les sujets réalisés par les journalistes qui sont télé réalisés à l'horizontale, donc en 16:9, on a fait les mêmes sujets, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas modifiés, on les a juste mis en version verticale, en 9/16, ce qui permet de publier 2 sujets par jour sur les réseaux, et la stratégie a été de publier sur Instagram, mais pour les gens qui n'étaient pas abonnés à notre réseau, ce qui fait que c'est arrivé sur leur feed, et ces gens-là qui n'étaient pas habitués à découvrir nos contenus, eh bien, se sont dit, tiens, on fait du bon travail, on aime l'info locale, donc ils s'abonnent. Et là, depuis 10 jours maintenant, nous avons ouvert donc TikTok, Ça y est. qui permet aussi évidemment de toucher, mais ça, c'est le canal de diffusion, l'information même pour le coup. Ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est ce que font notamment les radios associatives, ce que peut faire d'ailleurs la presse libre aussi avec la classe presse notamment, mais c'est aussi maintenant, je pense qu'on a une responsabilité, non pas que pour capter une audience, mais également d'éduquer à l'image et d'éduquer à l'éducation. Et ça va être certainement tous ensemble de travailler autour de ça pour que les jeunes, on va dire, de 15 ans jusqu'au lycée et un peu plus tard, puissent savoir ce qu'est l'information, comment on la fait, comment on la traite, comment elle se finance, c'est aussi tout ça. Et ça, c'est une partie de notre responsabilité. Et aujourd'hui, l'ouverture de ces canaux, c'est la première étape. Et maintenant, ça va être aussi peut-être de décliner l'information d'une autre manière de ce qu'on la faisait habituellement, c'est-à-dire avec peut-être les codes des réseaux sociaux, on incarne, on en a parlé ensemble beaucoup, T'es même allé à Nantes 2 jours. J'ai même fait une formation réseaux sociaux pour tout vous dire. réseaux, parce que j'ai 40 ans passés, il a fallu que je fasse une formation. Et je le dis. c'est de se montrer un peu plus, mais pas que pour se montrer, c'est aussi parce qu'on est un média de proximité. Et les gens, on est en plus nous un média audiovisuel, mais les gens ils ont besoin de nous voir, de nous reconnaître entre guillemets, et ça passe par ça, par tous ces nouveaux codes. Moi j'ai l'impression qu'à Suite FM par exemple, la radio étant un média un tout petit peu moins lourd que la télé, sans offense, Qu'est-ce que tu veux dire par parce là que la télévision c'est lourd dans le sens où c'est lourd de faire de l'image, à traiter, etc. C'est quand même plus complexe. J'ai l'impression que Wilfried, tu le fais depuis longtemps quand même à Suite FM. Être dans du multimédia, c'est quelque chose que vous avez fait rapidement, vous. On l'a fait, on l'a fait effectivement de manière assez spartiate. Il y a quelques années, au tout départ, où on avait une simple petite webcam USB branchée sur un ordi où esthétiquement, ça donnait pas grand-chose, mais c'était novateur en tout cas. C'est-à-dire que nous, on est ce fameux. Il y a un grand débat dans les radios. Faut-il montrer ou faut-il ne pas montrer ? C'est considéré comme le média de l'imaginaire, on ferme les yeux et on s'imagine ce que font les gens, comment sont les gens, s'ils ont ce qu'on appelle un physique de radio. Donc pas Sauf qu'aujourd'hui, toutes les radios sont filmées. Mais voilà, mais il n'empêche que y a une appétence pour savoir comment ça se passe. C'est-à-dire que donc c'est un dosage. Les radios qui se filment H24, alors notamment les radios musicales où on voit pendant les disques les gens boire leur café, etc. Ça n'a absolument aucun intérêt. Par contre, des moments choisis, des extraits, des entretiens avec des invités, etc. Ça, c'est intéressant. Ça permet un peu de lever le mystère, mais d'en laisser suffisamment quand même pour que la radio reste la radio. Je pense que effectivement, pour répondre à votre question, le contenu qu'on propose sur les nouveaux supports. Nous, on a développé Instagram ces derniers mois et c'est parti très très vite. En fait, c'est une question de format. L'information qu'on traite, c'est la même. Elle est traitée avec la même rigueur, mais c'est la présentation de l'information qui est différente. Effectivement, comme quand on disait, pendant des années, on a filmé à l'horizontale. Effectivement, Insta, si en horizontal, ça va pas le faire. Donc, on s'est adapté et on a trouvé les moyens. Là, on a donné un rendez-vous, par exemple, chaque soir à 18h sur Instagram, sur le compte Ouest France. On donne les 5 informations majeures du jour. Alors, c'est traité de façon assez courte, assez dynamique, mais c'est la même chose que vous allez retrouver sur le site web en plus développé et dans le journal le lendemain. Voilà, donc c'est une question d'adaptation et ça a toujours été comme ça.
il y a une trentaine d'années, l'adolescent grandissant, le lycéen, se mettait un petit peu en fonction de ses centres d'intérêt, de ses sensibilités, allait plutôt acheter Libération, Le Monde ou Le Figaro. Des Et magazines aussi beaucoup, hein. rejetait peut-être le journal Ouest France, son quotidien, voilà, parce que c'était le journal de papa et maman, voire de papy et mamie. Et puis quand il rentrait dans la vie active et qu'il s'installait, hop, il avait besoin de reproduire ce modèle. Donc on perdait ces lecteurs, on les perdait grosso modo de 15 à 30 ans. Voilà. Donc ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on a d'autres difficultés. C'est les réseaux sociaux, c'est tout ça, cette information, c'est fake news. Mais on est obligé d'aller chercher. Et à l'époque, on cherchait déjà. On cherchait déjà pour de l'abonné papier. Je pondère un peu juste sur le désintérêt des jeunes à l'information. Hugo Décrypte, c'est le contraire. Et c'est tout à fait un nouveau média. C'est un jeune qui parle à des jeunes, qui est aujourd'hui, ou Rémi Buzine qui au moment des Gilets jaunes, voilà, c'est la question des formats. Et puis aussi, je pense qu'on s'identifie aux personnes qui présentent. Moi, mon fils, il préfère regarder Hugo Décrypte que Julien Sénéchal. Bon, parce qu'il m'a tous les jours déjà, mais en plus, non, mais il y a ça. Et c'est pour aussi apporter un peu d'eau à notre moulin. Mais Hugo Décrypte, qui était simplement digital, une chaîne. Aujourd'hui, il vient d'investir dans des villes en France. Donc, il sait aussi que l'information de proximité, elle a un avenir et elle a un intérêt pour son auditoire et les jeunes, et elle a un intérêt pour le territoire. Comme le disait Wilfried, la question de la radio filmée est une vraie question qui se pose même dans les radios associatives aujourd'hui. Voilà, Radio Alpa fait partie, par exemple, de la MJC Jacques Prévert, Maison des jeunes et de la culture. C'est une vraie question, c'est-à-dire comment accrocher cette nouvelle génération à continuer à porter un intérêt aux médias locaux, par exemple, et à l'information. Je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie de se moderniser en installant des caméras dans les studios. Alors après, ça pose plein de questions pour des gens qui ont 50 ans et plus, le droit à l'image, le fait de ne pas vouloir être filmé. Mais je pense qu'il faut s'adapter finalement à la manière dont aujourd'hui les jeunes viennent chercher l'information. Ils sont sur YouTube, ils sont sur des plateformes numériques. Et nous, on l'a vu. Par exemple, depuis qu'on diffuse sur les plateformes numériques, Spotify, bon, ça posait question après d'éthique en ce moment, ou sur d'autres plateformes comme Deezer, il y a des jeunes qui ont découvert Radio Alpa en étant sur cette plateforme. Et sur les podcasts notamment. Voilà, donc ça veut bien dire qu'il faut à un moment s'adapter aux lieux, aux sources d'information des jeunes pour pouvoir toujours les sensibiliser au contenu de nos médias, parce que la production, elle est bien dans nos studios, elle n'est pas forcément sur ces médias-là. Elle est super, la question sur les jeunes, parce qu'il y a Wilfried aussi qui veut parler. On fait un tour de table. Ouais, alors déjà sur la crise de confiance envers les médias, je pense qu'effectivement les médias locaux sont beaucoup moins impactés que les autres. Je pense qu'il y a une véritable proximité, une véritable confiance. Et les jeunes, moi je suis extrêmement optimiste sur les jeunes parce que ils sont beaucoup moins, déjà beaucoup plus dans les codes, etc. Ils sont absolument pas dupes sur tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, sur l'IA, alors que nous autres, les vieux, on peut très vite, franchement, se faire avoir en regardant, et on prend les choses un peu pour argent comptant, alors que la personne plus jeune va dire, bah non, attends, les ficelles, elles sont trop grosses, on voit tout de suite que c'est l'IA, parce que le pixel, là, on voit tout de suite, tiens, bah là, il n'y a pas l'ombre derrière, etc. Donc forcément, c'est du fake. Et à contrario, ils sont tellement noyés d'informations que des fois, c'est à nous aussi, médias, de leur donner les codes et les clés. Ils ont été tellement noyés que maintenant, ils ont acquis une sorte de prudence et ils savent lire entre les lignes beaucoup plus que Toi, tu fais partie des gens optimistes. C'est bien, en tout cas, optimistes pour la jeunesse. Ouais. Ouais. Par rapport à cette éducation, c'est tout le travail qui est fait par les radios associatives en milieu scolaire. Voilà, on a parlé de Fréquence Yacine et Guillaume, on peut parler de Cartable FM au collège Berthelot, on peut parler de Radio Prévert à Pont-Valin. Il y a tout ce travail qui est mené d'éducation aux médias pour à la fois leur faire comprendre comment se construit l'information, qu'est-ce qu'il faut vérifier. Mais il commence un peu à en avoir marre de cette question de la vérification, parce que l'éducation aux médias est arrivée en 2015 avec ce qui est arrivé à Charlie Hebdo, et là ça a réveillé un petit peu le ministère et l'Arcom, et je pense qu'il faut finalement, si on veut exister encore demain, s'adapter finalement à ce qu'ils nous demandent. D'ailleurs ils ne nous le demandent pas, c'est à nous de leur répondre. Julien l'a cité tout à l'heure, mais le conseil départemental, ça fait plus de 20 ans qu'il y a une opération qui est menée conjointement avec nos confrères du Maine Libre, et c'est en ce moment, c'est parti. Il y a une opération qui s'appelle l'opération Classe Presse. C'est 300, 400 collégiens du département qui tous les ans sont sensibilisés
à la presse, comment on écrit un article, comment on décrypte aussi l'information dans cet univers qui est extrêmement mouvant depuis quelques années. Donc ça, franchement, c'est aussi super important. C'est donc à nous d'aller vers eux. Et je le dis, il y a le Vitav aussi au Mans qui fait un travail toute l'année impressionnant. Et il y a Mamadi Sangari qui est dans la salle, qui nous a fait le plaisir de venir justement, qui gère tous ces jeunes, qui créent des journaux. Et c'est en faisant des journaux aussi, et en écrivant des articles qu'on apprend comment ça se passe. Une question là-bas. J'ai pas qu'une question, mais elles sont très courtes. En fait, vous parliez de coûts de financement et donc il faut trouver des recettes en complément. Donc je me suis amusé à préparer un petit peu comme vous les questions. Est-ce qu'il serait pas utile de créer un pool de production d'informations communes? Tu disais tout à l'heure, alors vous étiez trop, mettez en commun. Je posais la question. Deuxième question, est-ce qu'il serait pas nécessaire aussi de faire un fonds sur le mécénat territorial auprès des entreprises, en fait, au lieu d'espaces publicitaires purs et durs? Et une dernière remarque qui m'embête un peu, je trouve que sur l'IA, vous êtes quand même... Alors je sais que vous défendez votre beefsteak, Ah non, mais l'utilisation de l'IA avec l'automatisation des agents maintenant, compression de coûts, donc permet de gagner. Et dernière remarque, absolument. Et ça te fera plaisir sur Strasbourg. Moi, je suis très fan de Pierre France à rue 89 Strasbourg. Pourquoi pas un média d'investigation en pure player en commun, encore une fois. Merci beaucoup. Ah ouais, beaucoup de bonnes idées en fait. Qui veut répondre sur les plusieurs... Alors, différentes questions. D'abord, la première, c'était... le pool d'information, c'est ça ? Je veux bien sur la presse écrite rapidement. On a pu l'évoquer, on a pu le travailler. Nos deux médias à un moment ont eu l'idée de réduire l'un d'un côté et de mettre en commun, par exemple, nos réseaux de correspondants. On a un vrai sujet de droit d'auteur. Grosso modo, mais c'est ça, mais on évolue aussi dans un cadre de droit. Donc voilà. Donc ça demanderait des modifications. Voilà. Clairement, si on mettait en commun nos deux réseaux de correspondants, il y en a combien chez toi? Une centaine? Voilà, une centaine. Chez nous, on en a 60. Ça nous coûterait plus cher en termes de droits d'auteur. Alors que concrètement, on pourrait occuper une surface beaucoup plus large et on pourrait couvrir beaucoup plus de communes et on n'aurait presque plus de zones blanches dans le département. Donc vous voyez, l'idée est bonne. Et en fait, quand on la pose, concrètement, c'est compliqué. L'IA, rapidement, on y est. Hein. Ça y est, c'est parti. C'est parti, on y va. Mais on a aussi des valeurs sociales au sein de l'entreprise. Et donc, on assume ça aussi. On assume ça aussi. Et effectivement, on serait lié, je vous ai dit tout à l'heure qu'on est lié à une association, on serait lié à un grand groupe, n'importe lequel, qui viendrait nous racheter, ce serait vite réglé. Et on aurait un plan social d'environ 150 personnes. On est 700 journalistes. On va pas pouvoir répondre à toutes les questions au cours de l'émission, je le dis tout de suite, parce qu'on va à un moment clore l'émission, mais on pourra continuer avec le public, évidemment, à échanger. Jean-François. Après, sur l'IA, moi, je pense que ça peut être un outil, en effet. On y travaille pour que ça nous facilite sur des, ranger sur un classeur, sur des tâches sans valeur ajoutée. Les tâches sans valeur ajoutée, sans valeur ajoutée, ajoutée, aussi, sans valeur journalistique. Mais on tient à ce que tout le travail journalistique soit fait par des humains et on veut rester là-dessus. Bon, après, c'est un choix politique. L'idée d'un fonds de mécénat, tu parlais de mécénat, créer un fonds de mécénat, pourquoi pas, commun aux médias. Le mécénat, pourquoi pas. Mais il y a aussi une question d'indépendance. Le mécénat, jusqu'où il va, pourquoi pas, hein, c'est des vrais sujets, mais il y a aussi cette fameuse question d'indépendance. On voit que certaines chaînes de télévision, certains titres de presse écrite ont pensé que la solution effectivement était là, et elle est là concrètement. On a maintenu des titres, on a maintenu des emplois. En revanche, au niveau de l'indépendance, c'est pas la même question. Parce que déjà, actuellement, on a de la publicité qui arrive dans nos journaux. Évidemment, elle est payée par des entreprises. Pour autant, il y a un espace étanche entre les journalistes et les commerciaux et ces entreprises. Et si demain, une grande surface, on doit écrire quelque chose qui chatouille sur cette entreprise, on le fait, même si elle prend de la pub chez nous. Dernière question, et je laisse la parole à Julie Leduf pour clore cette émission, parce qu'on n'est que 2 femmes sur ce plateau. C'est arbitraire. C'est totalement arbitraire. La dernière question, c'était l'idée de faire beaucoup plus d'enquêtes et un média d'investigation en local. Alors c'est vrai que ça existe dans des grandes villes, rue 89 et à Strasbourg notamment, mais plus belle ville de France, avec Le Mans évidemment. Mais oui, c'est
Évidemment qu'il y a un pôle investigation à Radio France, mais ça a un coût énorme, en fait. Alors, il y a il y a une cellule investigation à Radio France, dont vous avez certainement entendu les reportages, qui collabore régulièrement, en fait, avec les rédactions des locales, où on peut même nous-mêmes être à l'origine d'une enquête de la cellule investigation, ou en tout cas collaborer. On l'a fait cette année sur les PFAS, par exemple. Après, collaborer avec d'autres titres locaux sur un sujet d'investigation, c'est aussi possible. Enfin, c'est aussi à nous de savoir créer des synergies, mais comme on l'a fait là, sans forcément se nuire ou marcher sur nos plates-bandes mutuelles. Et on a effectivement cette chance énorme dans le département d'avoir autant de médias qui en plus sont dans une concurrence très saine. Merci mille fois à tous. Le temps de l'émission, merci pour les applaudissements. On n'a pas l'habitude d'être applaudis dans cette émission. En général, on est seul sur notre plateau. Merci à tous les médias locaux représentés ce soir d'avoir participé. Je le redis, cette émission a été faite, vraiment constituée en 3-4 jours. Et c'est montré à quel point on s'entend bien. Et je vous remercie mille fois en toute amitié, en toute sincérité, d'être venu expliquer un petit peu mieux comment on est financé, qui décide de quoi dans nos médias. On va continuer avec ce public-là qui est présent à l'issue de cette émission. À très vite dans le débat sartois.